Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Défense, le magazine qui vous emmène dans les coulisses des affaires stratégiques et militaires. Cette semaine, on parlera de la dernière vague d'actes terroristes qui a touché Israël. Et puis on s'intéressera à un métier d'avenir, la cybersécurité. Vous verrez que les experts dans le domaine ont l'embarras du choix pour trouver un employeur. Voilà pour le programme. Et tout de suite, le tour du monde de l'actu défense en 1 minute. Mikhail Kalachnikov, l'inventeur du fusil mitrailleur, est mort à l'âge de 94 ans. Le créateur du fusil d'assaut soviétique AK-47, produit à quelques 100 millions d'exemplaires dans le monde, avait déjà été hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers mois. La Kalach restera sans doute encore longtemps l'arme la plus répandue dans le monde, car sa production est plus ou moins hors de tout contrôle, de l'aveu même de son inventeur. La moitié, sinon plus, des Kalachnikov produites sont des armes fabriquées en contrebande. Face à des manifestations sans fin visant à faire tomber la première ministre Yingluck Shinawatra, la Thaïlande a prolongé de 2 mois l'instauration d'une loi de sécurité spéciale renforçant les pouvoirs de la police à Bangkok. Ce dispositif renforce le champ d'action de la police qui peut ainsi bloquer des rues, interdire des rassemblements, imposer un couvre-feu ou encore procéder à des fouilles plus aisément. Il avait été étendu il y a tout juste un mois à l'ensemble de Bangkok, au moment où les manifestations prenaient de l'ampleur. Les soldats engagés dans la force de l'OTAN en Afghanistan ont fêté les célébrations de Noël de manière un peu particulière à Kaboul. Les 84 271 hommes qui composent l'ISAF ont pu réveillonner au chaud, au menu des festivités, de la viande rouge à volonté, soda et plateaux de fruits et gâteaux, ce qui pourrait représenter l'un de leurs derniers Noëls. La plupart des pays occidentaux ont annoncé en effet leur plan de retrait militaire d'Afghanistan. Un autobus qui explose, un civil abattu par un sniper, un policier poignardé. Les attaques de terroristes palestiniens en Israël se sont multipliées au cours des derniers jours. Après l'assassinat d'un employé du ministère israélien de la Défense à la frontière avec Gaza, l'armée a riposté par une série de raids aériens. On va discuter dans un instant de cette nouvelle vague de violence avec notre invité. Mais d'abord, le rappel des faits avec Léa Cohen-Robino. 4 attaques terroristes palestiniennes en 3 jours, une courbe des violences qui ne cesse de progresser depuis la reprise des pourparlers l'été dernier, les services de sécurité israéliens sur le qui-vive et une question en une de tous les quotidiens, sommes-nous à l'aube d'une nouvelle intifada? Mardi, un employé du ministère de la Défense a été tué par un franc-tireur palestinien alors qu'il réparait la barrière de sécurité aux abords de la bande de Gaza. Une attaque qui a immédiatement entraîné des représailles israéliennes visant des objectifs du Hamas et du djihad islamique. Le meurtre du civil israélien a fait suite à une série d'attaques terroristes en Cisjordanie et en plein cœur d'Israël. Dimanche, seule la vigilance du chauffeur et d'un passager ont réussi à déjouer un attentat d'envergure à la bombe dans l'autobus de la ligne 240 dans les faubourgs de Tel Aviv. Moins de 24 heures plus tard, un officier de police israélien était poignardé dans le dos par un Palestinien près de l'implantation d'Adam, au nord de Jérusalem. Depuis la reprise des négociations israélo-palestiniennes en juillet dernier, le nombre d'attaques palestiniennes a quasiment doublé. Des incidents certes isolés, mais qui ne sauraient cacher une tendance nette. Selon les statistiques du Shabak, les services de sécurité intérieure israéliens, 167 attaques ont été recensées au mois de novembre, contre 82 au mois de juillet dernier. Voilà donc pour les faits. On va tout de suite passer à l'analyse avec Amir Oren. Il est spécialiste des questions stratégiques et militaires au sein du quotidien Israël Haaretz. Amir Oren, bonsoir. Shalom. Alors après la mort de Bonsoir. cette fillette palestinienne lors de cette riposte israélienne à Gaza, on redoutait qu'une pluie de roquettes s'abatte sur le sud d'Israël. Alors heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais qu'est-ce que ça nous dit sur le Hamas, qu'il est toujours maître de la situation à Gaza ? Oui, le Hamas contrôle la situation lorsque cela est important pour lui, mais il faut le dire avec certaines réserves. Cela n'est pas vrai à 100%. La preuve est que le Hamas n'a pas réussi à empêcher cet incident. De la même manière que le Hezbollah n'a pas réussi à empêcher la semaine dernière les tirs du soldat libanais qui a tué un soldat israélien.
Si bien que quelquefois, sous le nez du Hamas et du Hezbollah, peuvent avoir des incidents. Mais lorsque la guerre menace ces deux organisations, alors ils arrivent à contrôler la situation. Ils ont deux objectifs différents. Le premier, c'est de rester au pouvoir et de montrer à la population qu'ils réussissent à fournir les services et d'avoir la légitimité internationale. Mais cet objectif se heurte à un autre objectif, c'est celui de poursuivre la Mukawama, la résistance. Poursuivre la résistance contre Israël, non pas à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Et lorsqu'il y a un conflit d'intérêts entre les deux objectifs, cela donne lieu à un embrasement. Alors finalement, à Gaza, il y a un ennemi, quelqu'un qui blâmer, c'est le Hamas. Mais en Cisjordanie, c'est beaucoup plus compliqué, notamment parce qu'on a affaire à des individus qui agissent de façon isolée. Les incidents sont peut-être des actes isolés, mais un acte isolé plus un acte isolé, cela fait 4 ou 5 incidents, quelquefois avec des morts israéliens, avec des blessés, quelquefois comme dans le bus à Bat Yam sans victimes. Cela devient un vrai phénomène. Il y a certaines fois où plusieurs incidents finissent par être une politique. Lorsque le processus politique n'aboutit à rien, la semaine qui vient, Netanyahou, pour assouplir l'opposition à la libération des prisonniers, il va annoncer la construction de nouvelles constructions, peut-être dans l'espoir que Mahmoud Abbas s'opposera à toute poursuite du processus de paix. Et pour ça, il évitera ainsi une rétrocession des territoires de Cisjordanie. Et cela veut dire qu'il y aura un nouvel embrasement. Et nous ne voyons rien de positif à l'horizon. Mais au contraire, si le processus progresse, le Hamas et d'autres organisations terroristes pourraient mener des attentats contre Israël. Merci beaucoup Amir Oren pour toutes ces explications. C'est sans doute le métier de demain. Expert en cybersécurité, le secteur est en pleine croissance aux États-Unis et la demande des recruteurs est de plus en plus forte. Seul hic, les spécialistes dans ce domaine sont des oiseaux rares et du coup, les universités essaient de s'adapter en proposant des formations accélérées. Le hacking en cours du soir, c'est un reportage signé Mathias Inbar. Pénétrer un réseau pour détruire ou voler des informations. Dans ce cours du soir, une vingtaine d'étudiants adultes apprennent à penser et agir comme des hackers professionnels. Le but, arrêter les cybercriminels avant qu'ils ne fassent des dégâts. Quand on se rend compte qu'un hacker a pénétré un système, on fait des recherches pour voir ce qui a été fait. C'est un travail de détective parce que le délit a déjà eu lieu. Dans l'idéal, on préférerait surprendre les criminels en flagrant délit. Donc, ça demande une certaine ténacité. Signe de l'explosion de la menace, depuis 2009, le nombre annuel d'attaques de hackers a plus que doublé. Pour se protéger, de nombreuses grandes entreprises sont prêtes à débourser des sommes importantes. Mais c'est la main-d'œuvre qui manque. Benny, 22 ans, se voyait bien comédien ou musicien. Mais devant la crise économique, il a choisi la sécurité d'un emploi quasiment garanti. C'est vraiment cool d'être capable de protéger un réseau ou de pouvoir pénétrer le réseau de quelqu'un. Mais ce qui est vraiment bien dans ce secteur, c'est que même avec les problèmes d'argent dans ce pays, j'ai l'impression que cette formation me permettra toujours d'avoir du travail et de pourvoir aux besoins de ma famille. Benny sera diplômé dans quelques mois et il aura l'embarras du choix pour trouver un employeur. En tout, des dizaines de milliers de postes seraient en attente de candidats qualifiés. Pour répondre à cette demande, de plus en plus d'universités ont monté des cursus spécialisés. Mais le secteur de la cybersécurité doit encore convaincre. Un ennemi de plus en plus féroce et donc bien difficile à contenir.
Et on s'intéresse à présent à un système de cartographie panoramique. Si le civil s'en est emparé, il ne fait aucun doute que cet outil peut être fort utile aux forces de sécurité, car grâce à lui, elles peuvent explorer virtuellement à 360 degrés leurs cibles militaires. Liran Musli est allé à la rencontre d'une société israélienne qui propose ce service. 360 est un système autonome de cartographie visuelle. Ainsi, lorsque l'utilisateur est à la recherche d'une zone sur la carte, il peut voir à travers les yeux de quelqu'un qui se trouve à un autre endroit. Cette carte en 3D donne la possibilité de voir la rue comme si vous y étiez. Nous avons assemblé cette caméra sur le toit de la voiture ou dans un sac à dos. Nous roulons, nous marchons dans la rue. Une fois l'opération terminée, nous digitalisons les images et les informations et nous les intégrons dans ce système pour qu'il y ait une coordination entre les images et les cartes. Le système fournit des solutions pour une variété de besoins. Si les forces de police veulent planifier une opération spéciale dans un quartier en particulier, nous leur permettons de regarder la carte à l'avance. Ils peuvent ensuite la travailler plus tranquillement au bureau. Au moment de l'opération, ils agiront comme s'ils avaient déjà été sur le terrain. Mais pas seulement, toutes les utilisations sont bonnes. Si vous prenez l'exemple de catastrophes naturelles où il est impossible d'accéder, comme des installations nucléaires, nous pouvons filmer les lieux à l'aide d'un véhicule télécommandé, cartographier les lieux et prendre des photographies haute résolution. Les ingénieurs pourront ainsi prendre conscience de l'état des lieux. Bien sûr, la première question qui surgit est la nécessité du système lorsque les rues filmées par Google View offrent une cartographie visuelle de la plupart des régions du monde. Google Street View est un excellent système, mais vous ne savez pas quand cela a été photographié. Nos photos sont les vôtres, elles sont enregistrées et peuvent évoluer en fonction de vos besoins. Les prochains grands événements sportifs tels que les Jeux Olympiques à Sochi et la Coupe du Monde au Brésil mettent en évidence l'importance des systèmes comme Rue 360. Les services de sécurité se préparent toujours pour les grands événements. Si vous avez une évolution des informations, ils peuvent s'adapter avec les forces au sol. Et j'accueille sur ce plateau l'ancien commandant des gardes frontières de Tsahal et de l'unité d'élite de la police israélienne, le général de réserve David Sour. Bonsoir. Alors cette cartographie panoramique que l'on vient de voir dans ce reportage, comment est-ce qu'elle peut aider concrètement les forces spéciales lorsqu'elles sont en mission ? C'est presque comme de la science-fiction. La technologie progresse très vite dans ces domaines-là. Elle nous aide à protéger, à assurer la sécurité des grandes villes et à nous préparer aux opérations spéciales, comme nous l'avons vu, les unités d'élite, mais aussi les unités de patrouille et d'arrestation, dans des régions qui sont très difficiles. Dans les camps de réfugiés, par exemple, nous étions rentrés dans les camps de réfugiés et nous avions la plus grande difficulté à opérer nos arrestations. Nous avions besoin de quelqu'un qui nous traduisait le lieu, nous traduisait la réalité du terrain. Alors quand même, vous nous parlez de ces opérations militaires, mais on parle tout de même d'un système qui a été mis au point par une société privée. Ça veut dire qu'il est à la portée de tous et qu'il peut tomber entre de mauvaises mains. Est-ce que c'est un danger que vous prenez en compte également ? C'est une très bonne question. Il faut distinguer entre les systèmes militaires, les systèmes particuliers très modernes. Mais la base de ce système est bonne aussi pour sécuriser les métropoles, ce qu'on appelle aujourd'hui les Self Cities, les Smart Cities, qui sont une succession de couches pour assurer la sécurité.
pour assurer les événements comme les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football. Ce système donc réduit le délai entre ce que l'on sait dans le poste de commandement, entre ce que savent les forces de sécurité sur place, et ça réduit donc les délais et cela rend la sécurisation beaucoup plus efficace. Alors vous avez dirigé de nombreuses opérations sur le terrain. Est-ce que ça vous est déjà arrivé une fois de vous dire si seulement j'avais une carte plus précise, si j'avais pu disposer de ce système à ce moment-là? Oui, cette frustration m'accompagne tout le temps. J'ai conduit des opérations antiterroristes et à l'époque, relativement, les systèmes étaient moins disponibles qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pourrais penser à des opérations, une opération qu'on avait menée à Jenin, en Cisjordanie. Si j'avais de tels systèmes, j'aurais pu peut-être même éviter la perte en vie humaine. Où il y a eu des opérations où on avait des otages et où de tels systèmes nous auraient aidés. Mais il faut reconnaître que ces systèmes-là, modernes, nous aident vraiment dans notre lutte antiterroriste. Merci beaucoup David Tsour pour ces explications. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission qui touche à sa fin. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Défense. En attendant, la formation continue sur i24 News. Restez avec nous.